Milliardaire veuf, désespéré pour son fils, et seule une modeste jardinière décide d'agir. Depuis qu'il avait perdu sa femme, il ne croyait plus au miracle, jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans le jardin. Elle n'avait ni diplôme, ni titre, seulement des mains sûres, une voix douce, et un regard capable de voir là où personne d'autre n'osait. Elle n'a pas cherché à soigner son fils. Elle s'est contentée de chanter, de prendre soin, mais cela a suffi pour raviver l'espoir. Et peu à peu, l'homme le plus froid de la ville s'est mis à refleurir, grâce à elle. Désolé d'interrompre votre histoire, mais si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Soutenez cette chaîne pour qu'elle grandisse et que Dieu vous le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Au cœur de Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus huppés de Paris, se dressait un hôtel particulier majestueux, protégé par de hauts murs en pierre. Vu de l'extérieur, on aurait pu croire à la demeure idéale, avec ses vastes jardins et son architecture haussmannienne modernisée. Pourtant, derrière ces murs couleur sable, vivait une famille brisée par le chagrin. Émile Castel, propriétaire de l'un des plus grands groupes de BTP de France, avait perdu son épouse Valérie dans un tragique accident d'hélicoptère 8 mois plus tôt. L'appareil s'était écrasé dans les Alpes lors d'un déplacement professionnel, laissant Émile veuf et leur jeune fils Théo, âgé de seulement 6 ans, sans mère. Les rires qui résonnaient autrefois entre ces murs avaient laissé place à un silence écrasant. Théo, autrefois connu pour son énergie débordante et sa curiosité insatiable, ne disait presque plus un mot. Ses yeux, jadis lumineux comme 2 petits soleils, semblaient désormais 2 puits vides. Les meilleurs spécialistes de Paris avaient diagnostiqué chez l'enfant un trouble émotionnel sévère, conséquence du traumatisme de la perte. C'est comme s'il avait bâti un mur entre lui et le monde, avait expliqué la dernière pédopsychiatre avant de jeter l'éponge. Il lui faudra du temps et beaucoup d'amour pour guérir. Mais Émile, rongé par la culpabilité, c'est lui qui avait insisté pour que Valérie prenne ce vol, ne savait pas comment offrir cet amour. Il s'était réfugié dans le travail, enfermé des journées entières dans son bureau, confiant Théo à des nourrices qui se succédaient sans succès, incapables de créer un lien avec ce garçon qui refusait de parler. La demeure des Castel s'était transformée en une magnifique prison de verre et de marbre. Les pièces restaient dans la pénombre, les rideaux toujours tirés. Le personnel marchait sur la pointe des pieds, comme s'il craignait de réveiller des fantômes. Et le jardin, autrefois fierté de Valérie, se flétrissait lentement, tout comme l'âme de ceux qui y vivaient. Monsieur Guillaume, le jardinier fidèle à la famille depuis plus de 20 ans, finit par donner sa démission un matin d'octobre. « Je suis désolé, patron », dit-il d'une voix tremblante, « mais ce lieu n'est plus ce qu'il était. On sent la tristesse jusque dans les fleurs. Il faut que je parte. » Émile réagit à peine. Il signa un chèque de départ généreux et retourna à ses dossiers. Ce n'est que lorsque sa gouvernante, Madame Sophie, insista sur le besoin d'embaucher quelqu'un de nouveau, qu'il leva les yeux. « Engagez qui vous voulez », répondit-il sèchement. « Assurez-vous simplement qu'il ou elle sache faire son travail et ne pose pas de problème. » C'est ainsi qu'une semaine plus tard, Isabelle Ramirez franchit les grilles de cette maison. À 32 ans, Isabelle n'était pas la jardinière typique qu'on attendait dans une résidence de ce standing. Elle n'était recommandée par aucune entreprise renommée de paysagisme et n'avait aucun diplôme officiel en horticulture. Ce qu'elle avait, en revanche, c'était des mains magiques et un savoir hérité de générations de maraîchers provençaux, capables de parler à la terre. « J'ai grandi entre potager et verger », expliqua-t-elle brièvement à Madame Sophie lors de son entretien. « Les plantes me connaissent, et moi, je les connais. » Son apparence était aussi simple que ses mots. Ses longs cheveux noirs étaient tressés en une natte. Elle portait un jean usé et une chemise en lin brodée de fleurs vives. Son visage hâlé, marqué par le soleil, était éclairé par des yeux ambrés qui semblaient capturer la lumière, même dans l'obscurité. Le premier matin où Isabelle arriva, le ciel menaçait d'orage. Une bruine fine enveloppait la ville, plongeant la demeure dans une brume grise. N'importe qui d'autre aurait été intimidé par l'atmosphère lugubre du lieu, mais elle entra comme si la maison lui appartenait, saluant d'un sourire chaque employé croisé. « Bonjour », disait-elle de sa voix chaleureuse qui tranchait avec la froideur ambiante. « Pourriez-vous m'indiquer où sont les outils de jardinage, s'il vous plaît ?» Quand elle atteignit enfin le grand jardin à l'arrière, elle l'observa, main sur les hanches, évaluant le travail à venir. Jadis entretenu avec soin, le jardin montrait maintenant des signes évidents d'abandon. Les rosiers étaient fanés, la pelouse poussait anarchiquement par endroits, ailleurs complètement desséchée.
Et puis, elle fit quelque chose d'étrange. Au lieu de se mettre directement au travail, elle s'assit sous un vieux platane qui dominait le centre du jardin, ferma les yeux et se mit à chanter tout bas. C'était une chanson en provençal, une vieille mélodie que sa grand-mère lui avait apprise, un chant pour demander la permission à la terre avant de la toucher. Ce qu'Isabelle ignorait, c'est que depuis une fenêtre du premier étage, un regard triste l'observait. Théo, qui passait ses journées à regarder silencieusement le jardin, ne pouvait détacher ses yeux de cette femme qui chantait sous la pluie, comme si le monde n'existait pas. Émile l'aperçut lui aussi depuis la terrasse de son bureau. Il était sorti prendre l'air lorsqu'il entendit cette mélodie inconnue. Au début, il ressentit de l'agacement. Quel genre de jardinière se mettait à chanter au lieu de travailler? Mais quelque chose dans cette scène le cloua sur place, l'observant sans bouger. La chanson prit fin et, comme sortant d'un songe, Isabelle ouvrit les yeux, se leva et se mit à l'ouvrage. Elle ne saisit pas immédiatement les sécateurs ni les cisailles. Elle fit d'abord le tour du jardin, touchant les plantes, leur parlant doucement, comme si elle se présentait à elle. Ce fut alors que l'impensable se produisit. Théo, qui n'avait pas mis un pied dehors depuis des mois, ouvrit la porte coulissante de sa chambre et fit quelques pas hésitants vers l'extérieur. La bruine s'était arrêtée, mais le garçon portait encore son imperméable comme une armure contre le monde. Isabelle le vit s'approcher, mais ne tenta pas de lui parler. Elle continua à travailler, fredonnant cette fois une mélodie plus joyeuse, tout en retirant les feuilles mortes autour d'un rosier à l'agonie. L'enfant se rapprocha, observant avec curiosité ses gestes. Et pendant un bref instant, ses lèvres esquissèrent un mouvement, un sourire, petit, presque invisible, mais bien réel. Depuis la terrasse, Émile retint son souffle. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu son fils sourire, qu'il crut un instant avoir rêvé. Mais non, Théo était bien là, tout près de la jardinière, l'observant avec une étincelle d'intérêt dans les yeux. Quelque chose bougea dans la poitrine d'Émile, une émotion qu'il croyait morte, enterrée avec le corps de sa femme. C'était de l'espoir, fragile comme un bourgeon naissant, mais de l'espoir tout de même. Quand Isabelle remarqua enfin la présence de l'enfant, elle se contenta de lui sourire et lui tendit une petite fleur sauvage qu'elle avait trouvée entre les buissons. Théo la prit entre ses petits doigts et l'examina comme un trésor. Il n'y eut aucun mot entre eux, juste cet échange silencieux. Mais cela suffit pour qu'Émile comprenne que cette femme, avec sa simplicité et ses chansons étranges, avait accompli en quelques minutes ce que médecins, traitements et psychologues n'avaient pu faire en plusieurs mois, atteindre son fils. Ce soir-là, pour la première fois depuis l'accident, Émile sentit que peut-être, juste peut-être, tout n'était pas perdu. Dans les jours qui suivirent, Émile observa avec étonnement les changements subtils qui s'opéraient dans son jardin, et plus encore chez son fils. Chaque matin, Théo attendait avec impatience l'arrivée d'Isabelle, postée près de la fenêtre de sa chambre, tel un petit guetteur. Lorsqu'il la voyait passer le portail arrière, ses yeux brillaient d'un éclat qu'Émile croyait disparu à jamais. La jardinière avait instauré une routine silencieuse avec l'enfant. Elle ne le forçait pas à parler, mais lui montrait les plantes, lui apprenait à reconnaître les graines et, parfois, le laissait l'aider à arroser les fleurs les plus résistantes. Théo restait muet, mais ses gestes devenaient plus expressifs, plus vivants. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'il travaillait sur des documents dans son bureau, Émile entendit quelque chose qui le figea. Un rire d'enfant, bref, mais sans équivoque. Il bondit de sa chaise et courut à la fenêtre. En bas, dans le jardin, Théo riait pendant qu'Isabelle lui montrait un papillon monarque posé sur son doigt. Cette nuit-là, Émile ne put dormir. Le rire de son fils résonnait dans son esprit comme une mélodie oubliée. Après des heures à tourner dans son lit, il prit une décision qui, pour lui, était aussi claire qu'irrévocable. Le lendemain matin, lorsque Isabelle arriva à la maison, Madame Sophie l'accueillit avec un message. Monsieur Castel voulait la voir dans son bureau immédiatement. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda Isabelle en s'essuyant les mains sur son jean soudainement nerveuse. « Pas du tout, ma fille », répondit la vieille femme avec un sourire énigmatique. « Je pense que c'est tout le contraire. » Le bureau d'Émile était une pièce impressionnante, avec des étagères en acajou montant jusqu'au plafond et une vue imprenable sur le jardin central. Quand Isabelle entra, elle le trouva debout près de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, regardant au dehors. « Bonjour, monsieur Castel », dit-elle en restant près de la porte. « Vous vouliez me voir ?» Émile se retourna. C'était la première fois qu'il la voyait d'aussi près. Il remarqua que ses yeux n'étaient pas totalement ambrés, comme il l'avait cru, mais constellés de petites taches vertes autour des pupilles.
Pour une raison inconnue, ce détail le troubla un instant. « Asseyez-vous, je vous prie », dit-il en désignant une des chaises devant son bureau. Le ton autoritaire, hérité de ses années à diriger son entreprise, lui parut soudain déplacé. Isabelle obéit, mais resta droite, sans s'adosser au dossier. Ses mains, rugueuses à force de travailler la terre, reposaient sur ses genoux. « J'ai pris une décision », commença Émile en s'asseyant face à elle. « Je voudrais que vous emménagiez ici, dans la maison. » La surprise se peignit sur le visage d'Isabelle. Elle ouvrit la bouche sans émettre un son, comme si les mots étaient restés coincés dans sa gorge. « Je vous offre le triple de votre salaire actuel, » poursuivit-il, interprétant son silence comme une hésitation. « Vous aurez un espace à vous, indépendant du quartier du personnel. Une suite complète dans l'aile et avec salle de bain privée et tout le confort. Votre sécurité sera assurée. Et... » « Non, » l'interrompit Isabelle avec fermeté. Émile cligna des yeux, désorienté. « Pardon ? » « J'ai dit non, monsieur. Je vous remercie pour votre proposition, mais je ne peux pas l'accepter. Si c'est une question d'argent, je peux... » « Ce n'est pas une question d'argent, » coupa-t-elle de nouveau. « Je travaille la journée. Le soir, je rentre chez moi, dans mon espace. Je n'aime pas me mêler au patron. Avec tout le respect que je vous dois, je préfère garder mon indépendance. » Émile resta sans voix. En 40 ans de vie, personne ne lui avait jamais dit non de façon aussi directe. D'ordinaire, ses offres étaient accueillies avec gratitude immédiate, jamais avec un refus. Il ressentit un mélange d'agacement et, contre toute attente, de respect. « Vous ne comprenez pas, dit-il enfin, modérant son ton. Il s'agit de mon fils. Théo, il va mieux grâce à vous. Aujourd'hui, je l'ai entendu rire. » Quelque chose s'adoucit dans le regard d'Isabelle. « Je suis très heureuse de l'entendre, » répondit-elle sincèrement. « Mais je peux continuer à venir tous les jours. Je n'ai pas besoin d'habiter ici pour aider Théo. »« Ce n'est pas suffisant, » insista Émile, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Les médecins disent qu'il a besoin de constance, de présence continue. Moi, je ne sais pas comment l'atteindre comme vous y arrivez. Cette confession semblait lui coûter énormément. Ses épaules, toujours droites et fières, s'affaissèrent légèrement. « Je vais y réfléchir, » concéda Isabelle après un silence. « Mais je ne vous promets rien. » Ce même jour, tandis qu'Isabelle travaillait sur un massif de fleurs près de la fontaine centrale, Théo sortit en courant de la maison. Il tenait dans ses mains un dessin. Une tentative enfantine de la représenter au milieu de fleurs multicolores. C'était le premier dessin qu'il faisait depuis la mort de sa mère. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle avec un sourire. L'enfant acquiesça et, à la surprise d'Isabelle, lui prit la main. Ses petits doigts s'agrippèrent aux siens comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Et à cet instant, en plongeant dans ses yeux sombres remplis d'une espérance fragile, Isabelle sut que sa décision était déjà prise. Ce soir-là, avant de partir, elle alla chercher Émile. Elle le trouva dans le jardin, observant les améliorations qu'elle avait réalisées en si peu de temps. « J'accepte votre proposition, dit-elle sans détour, mais à une condition. » Émile la regarda, attendant la suite. « Je n'accepterai pas d'ordre personnel. Je suis jardinière, pas domestique. Vous ne me direz pas comment m'habiller, avec qui parler, ni comment gérer mon temps libre. Ce sera mon travail, pas toute ma vie. » Émile hocha lentement la tête. « Compris. Et une chose encore, » ajouta Isabelle. Ce n'est pas pour l'enfant que j'accepte, c'est pour les plantes. Ce jardin a besoin d'une attention constante. Tous deux savaient qu'elle mentait, mais aucun ne le dit. 3 jours plus tard, Isabelle emménagea dans la demeure des Castels avec 2 vieilles valises et une collection de livres sur la botanique. La cohabitation débuta de manière formelle, et avec elle une tension étrange que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Les dîners devinrent des moments gênants lorsqu'Émile insista pour qu'elle prenne place à table avec eux, pour Théo. Les regards duraient un peu trop longtemps. Les silences prenaient un poids inattendu. Un matin, alors qu'Isabelle montrait à Émile comment les rosiers reprenaient vie, leurs mains se frôlèrent accidentellement. Un contact fugitif, à peine perceptible, mais qui fit passer un courant électrique dans le bras de chacun. Ils se séparèrent aussitôt, comme brûlés. « Excusez-moi » murmura-t-il, redevenu soudainement formel. « Ce n'est rien » répondit-elle en reportant toute son attention sur les roses avec une intensité un peu exagérée. Ce soir-là, chacun dans sa chambre, ils pensèrent à ce frôlement involontaire plus souvent qu'ils ne voulaient bien l'admettre. Quelque chose grandissait entre eux, aussi sauvage et indomptable que les lianes grimpant le long des murs du jardin. La transformation du jardin fut progressive mais indéniable. Ce qui n'était autrefois qu'un espace fané et négligé renaissait désormais sous les mains expertes d'Isabelle. Les rosiers,
taillés avec précision et soignés à l'aide de remèdes naturels qu'elle préparait elle-même, arborèrent désormais de prometteurs bourgeons. Les vignes grimpaient avec ordre le long des pergolas, formant des tunnels d'ombre fraîche. Même la pelouse avait retrouvé sa verdure intense, comme si la vie avait choisi de revenir à la maison des Castel. Mais ce n'était pas seulement le jardin qui fleurissait. Théo, qui errait jadis comme un fantôme dans les couloirs, suivait désormais Isabelle partout. D'abord, il se contentait de l'observer, assis sous le vieux platane. Puis il se mit à l'aider dans de petites tâches. Porter l'arrosoir, trier les graines, ramasser les feuilles mortes. Un jour, alors qu'il plantait des tournesols près du mur sud, le miracle tant attendu se produisit. « Ils vont devenir très grands, n'est-ce pas ?» demanda Théo à voix basse, presque dans un souffle. Isabelle retint sa respiration, feignant la normalité pour ne pas l'effrayer. « Aussi grands que tu voudras les voir pousser, » répondit-elle avec un sourire. « Tout dépend de l'amour qu'on leur donne. » À partir de ce moment, les mots de l'enfant commencèrent à jaillir lentement, comme des graines germant après un long hiver. D'abord de courtes phrases, des questions sur les plantes, puis de petites histoires qu'il inventait à propos d'insectes découverts dans le jardin. Chaque nouveau mot était une victoire qu'Isabelle accueillait avec un éclat particulier dans ses yeux ambrés. Émile observait cette relation à distance, avec des sentiments partagés. D'un côté, sa reconnaissance envers Isabelle était immense. Pour la première fois depuis des mois, il entendait son fils rire, le voyait s'intéresser à quelque chose, renouer avec le monde. De l'autre, une pointe douloureuse le traversait chaque fois que Théo courait vers Isabelle en l'ignorant lui. Chaque geste complice, chaque secret partagé, lui rappelait son propre échec en tant que père. « On dirait qu'elle est en train de te voler ton fils », lança Ximénez, son avocat et ami proche, lors d'une réunion dans le bureau. « Fais attention, Émile. Ce genre de personne cherche toujours à tirer profit. »« Chat, tu ne sais pas de quoi tu parles », répondit sèchement Émile, surpris lui-même par la rapidité avec laquelle il avait défendu Isabelle. Les interactions entre le millionnaire et la jardinière étaient devenues une étrange danse d'approche et de retrait. Ils se disputaient pour des détails insignifiants, le réagencement des pots sur la terrasse, l'heure du dîner, le temps que Théo passait au soleil. De petites batailles qui cachaient une tension plus profonde qu'aucun des deux ne voulait nommer. « Pourquoi avez-vous déplacé les meubles du patio ?» s'énerva-t-il un après-midi en découvrant que les fauteuils de jardin avaient été réorganisés. « Parce qu'ici, la lumière est meilleure et la vue sur le jardin est plus jolie, » répondit-elle sans s'excuser. « Et puis, Théo aime lire à cet endroit. »« Cela reste ma maison, » répliqua Émile avec le ton qu'il utilisait pour conclure les affaires difficiles. « La prochaine fois, consultez-moi avant de faire des changements. »« Comme vous voudrez, patron, » répondit Isabelle avec un sourire qui contredisait son ton faussement docile. Et elle reprit son travail comme si la conversation était close. Curieusement, ces petits accrochages ne faisaient jamais qu'éloigner les tensions superficielles. Au contraire, ils semblaient être attirés l'un vers l'autre, se croisant par hasard dans différents coins de la maison. Parfois, ils partageaient un café en silence, contemplant le jardin. D'autres fois, ils restaient à discuter tard dans la soirée de Théo, des plantes, de tout et de rien. Une nuit d'octobre, la saison des pluies frappa Paris avec violence. L'eau battait furieusement contre le toit de la maison et des éclairs illuminaient sporadiquement les pièces. Isabelle, inquiète pour les jeunes pousses dans la serre, se leva pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite. En entrant dans la structure de verre et d'acier, elle fut surprise d'y trouver Émile assis par terre, entouré de pots cassés et de terre renversée. À côté de lui, une bouteille de whisky presque vide expliquait son état. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Isabelle en s'approchant prudemment. Émile leva les yeux. Ils étaient rougis, ses cheveux en bataille. « Aujourd'hui aurait été notre anniversaire, » murmura-t-il. 12 ans de mariage. Isabelle s'assit face à lui, sans se soucier que son pantalon se couvre de terre humide. « Parlez-moi d'elle, » dit-elle doucement. Peut-être était-ce l'alcool, ou bien la tempête qui isolait la serre du reste du monde, comme une bulle hors du temps. Mais Émile se mit à parler. Il lui raconta comment il avait rencontré Valérie à l'université, comment elle avait rejeté ses premières avances, comment ils étaient tombés amoureux en travaillant ensemble sur un projet social en milieu rural. « Elle était le cœur de cette maison, » dit-il d'une voix brisée. « J'ai bâti les murs, mais elle y a mis la vie. Les plantes, les couleurs, les rires, tout cela, c'était elle. » Au fur et à mesure qu'il parlait, ses mains jouaient nerveusement avec un morceau de peau cassé. « Parfois j'ai si peur, » poursuivit-il de plus en plus vulnérable. « Peur que Théo ne guérisse jamais complètement. Peur de ne pas être à la hauteur pour lui. Peur d'oublier le visage de Valérie. Et puis, tu es arrivé, toi. »
Il la regarda droit dans les yeux, avec une intensité qui coupa le souffle d'Isabelle. « Toi, si différente d'elle, et pourtant, d'une étrange manière, tu me la rappelles. » Sans prévenir, Émile se pencha en avant. Ses lèvres cherchèrent celles d'Isabelle dans un élan désespéré, un mélange de douleur et de désir refoulé. Elle posa une main ferme sur sa poitrine pour l'arrêter. « Non, » dit-elle avec douceur, mais fermeté. « Vous êtes perdu, pas amoureux. » Les mots frappèrent Émile comme une gifle. Il se recula aussitôt, la confusion et la honte remplaçant le désir dans ses yeux. « Pardon, » murmura-t-il en se frottant le visage. « Je n'aurais pas dû. Ne vous inquiétez pas, » répondit Isabelle en se relevant. « L'alcool et la nostalgie font mauvais ménage. » Elle commença à ramasser les morceaux de poterie brisés, lui laissant un moment pour se ressaisir. « Demain, vous ne vous souviendrez plus de rien, » ajouta-t-elle. « Et moi, je ferai comme si cela n'était jamais arrivé. » Mais tous deux savaient qu'un point de non-retour avait été franchi. Tandis que la pluie continuait de marteler le toit de verre de la serre, Émile ressentit pour la première fois depuis la mort de Valérie une douleur nouvelle, vive. Ce n'était plus la peine sourde du deuil, mais l'aiguillon piquant du rejet. Assise à côté de lui en silence, Isabelle luttait elle aussi contre des émotions contradictoires, car même si elle avait repoussé ce baiser, une part d'elle, une part qu'elle s'efforçait d'ignorer, se demandait ce que cela aurait fait d'y répondre. Une semaine après l'incident dans la serre, la routine à la demeure des Castel avait retrouvé une certaine normalité. Émile et Isabelle gardaient une distance respectueuse, échangeant uniquement les mots nécessaires, comme s'ils s'étaient tacitement accordés à faire comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Théo, inconscient de la tension entre eux, continuait de s'épanouir comme les plantes qu'il soignait avec Isabelle. Ce calme fut interrompu par l'arrivée inattendue de Régine Castel, la sœur cadette d'Émile. Cadre dirigeante d'un grand groupe hôtelier international, Régine ne visitait la maison que pour des occasions particulières, préférant la vie cosmopolite des palaces et des aéroports. « Mon cher frère !» s'exclama-t-elle en entrant dans le vestibule, laissant tomber ses valises de luxe dans les bras du personnel. « Et mon petit-neveu adoré !» Théo, qui jouait dans le salon principal, courut aussitôt se cacher derrière Isabelle dès qu'il entendit la voix perçante de sa tante. Régine s'arrêta net en voyant la jardinière. « Et cette demoiselle, c'est... » demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Isabelle Ramirez », répondit Émile sèchement. « Elle travaille pour nous et vit ici. C'est elle qui aide Théo depuis plusieurs mois. » Régine détailla Isabelle de haut en bas, jaugeant ses vêtements simples et ses mains marquées par le travail. « Je vois », dit-elle finalement. « Choix de personnel. Original. » Ce même soir, pendant le dîner, Régine révéla la véritable raison de sa visite. « Je suis inquiète pour Théo », déclara-t-elle en ignorant le regard mal à l'aise de l'enfant. « J'ai engagé le meilleur spécialiste en psychologie infantile de tout le pays pour lui. Nous n'avons pas besoin d'un autre psychologue, » répondit Émile. « Théo va mieux. »« Il va mieux ?» Régine éclata de rire, incrédule. « Parce qu'il chuchote quelques mots maintenant ? Franchement, Émile, le docteur Alarcon est reconnu à l'international. Il suit même les enfants de ministres et d'ambassadeurs. Je n'arrive pas à croire que tu préfères les remèdes maison d'une jardinière à la science. » Isabelle, qui dînait avec eux à la demande de Théo, gardait les yeux rivés sur son assiette, mais ses jointures blanchissaient tant elle serrait sa fourchette. « Le docteur Alarcon arrive demain, » poursuivit Régine sur un ton triomphal. « Tout est déjà organisé. Le docteur Damien Alarcon s'avéra être exactement ce que sa réputation annonçait, jeune, séduisant et doté d'un charisme magnétique qui semblait lui ouvrir toutes les portes. À 35 ans, il avait publié 3 livres sur les traumatismes de l'enfance et apparaissait régulièrement à la télévision en tant que psychologue des célébrités. Il arriva à la demeure des Castel, au volant d'un cabriolet argenté, vêtu d'un costume sur mesure et arborant un sourire qui semblait répéter devant un miroir. « Monsieur Castel », salua-t-il avec une poignée de main ferme, « c'est un honneur de pouvoir aider votre famille en ces temps difficiles. » Dès sa première apparition, sa présence bouleversa le fragile équilibre instauré dans la maison. Avec une assurance frôlant l'arrogance, il réorganisa les horaires, les espaces et les routines pour ses séances avec Théo. « Le jardin n'est pas un environnement adéquat pour la thérapie, » déclara-t-il lors de sa première visite de la propriété. « Trop de distractions. Il me faut un cadre contrôlé. » Son regard s'arrêta sur Isabelle, qui plantait des bulbes de tulipes à quelques mètres de là. « Et elle, c'est... » demanda-t-il en arquant un sourcil. « La jardinière, » répondit Régine avant même qu'Émile n'ouvre la bouche. « Et apparemment la nounou officieuse de Théo. Intéressant. »
murmura Alarcon avec un sourire condescendant. Très pittoresque. Les premières séances avec Théo furent catastrophiques. L'enfant refusait de parler, allant jusqu'à se cacher dans la serre pour éviter le psychologue. Loin de remettre en question ses méthodes, Alarcon accusa l'influence négative d'Isabelle. « Votre jardinière sabote mon travail », déclara-t-il un après-midi dans le bureau d'Émile. « Elle a créé une dépendance émotionnelle malsaine chez l'enfant. Théo a besoin de figures d'autorité professionnelle. Pas de compte sur des plantes magiques. » Émile se retrouva à défendre Isabelle avec plus de ferveur qu'il ne l'aurait cru. « Elle a obtenu plus de progrès avec mon fils que tous les spécialistes précédents, » répondit-il sèchement. « Et cela sans diplôme ni théorie complexe. » La stratégie d'Alarcon changea subtilement après cette discussion. S'il ne pouvait pas éliminer Isabelle, il trouverait un autre moyen de la neutraliser. Il commença à la chercher dans le jardin, lui proposant du café, lui posant des questions sur son travail, avec une curiosité qui paraissait sincère. Son ton condescendant fut remplacé par des compliments et des sourires chaleureux. « Tu as un don particulier avec les plantes », lui dit-il un jour en la regardant tailler un rosier. « Tes mains ont de la magie. » Isabelle lui répondait poliment, sans jamais encourager ses avances. Elle se méfiait instinctivement de cet homme au sourire parfait et aux mots bien choisis. Le comportement de Théo se dégrada. Les cauchemars revinrent, et certains matins, il refusait de quitter sa chambre. Son petit monde, auparavant reconstruit, était désormais divisé entre la chaleur d'Isabelle et l'autorité imposée du psychologue. Un après-midi, alors qu'Alarcon croisait par hasard Isabelle dans la serre, il lui prit la main sans prévenir. « Tu sais, je pense que toi et moi, on pourrait former une excellente équipe pour aider Théo, » dit-il en s'approchant trop près. « On pourrait se voir en dehors d'ici, apprendre à mieux se connaître. » Isabelle retira sa main fermement. « Docteur Alarcon, j'apprécie votre intérêt professionnel pour Théo, mais je ne mélange jamais vie privée et travail. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'Émile avait assisté à la scène depuis l'entrée de la serre. Une chaleur inconnue lui monta dans la poitrine jusqu'à la gorge. Ce n'était pas de la colère, bien que cela y ressemblât. C'était quelque chose de plus primaire, plus dérangeant, de la jalousie. Ce soir-là, au dîner, la tension était palpable. Alarcon ne cessait de lancer des commentaires équivoques à Isabelle, tandis que Régine, ravie, interprétait à tort le malaise de la jardinière comme de l'intérêt. « Docteur, voulez-vous un peu plus de vin ?» proposa Régine avec un sourire complice. « Seulement si mademoiselle Isabelle m'accompagne, » répondit-il en levant son verre vers la jardinière. Émile posa son verre avec un bruit trop sec sur la table. « Je pense que nous avons tous assez bu, » dit-il avec une froideur qui glaça l'ambiance. « Demain, il y a du travail. » Plus tard, lorsque tout le monde se fut retiré, Émile trouva Isabelle sur la terrasse, contemplant la pleine lune qui illuminait le jardin. « Ça va ?» demanda-t-il, gardant une distance respectueuse. « Oui, monsieur, » répondit-elle sans le regarder, juste fatiguée. « Alarcon » commença-t-il, sans vraiment savoir ce qu'il voulait dire. « Ne vous inquiétez pas pour moi, » l'interrompit Isabelle. « Je sais gérer les hommes comme lui. » Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits. « Théo régresse, » dit finalement Émile. « Depuis qu'Alarcon est là, il se referme à nouveau. »« Je sais, » soupira Isabelle. « Je me demande si nous avons vraiment besoin de ce docteur. Ma sœur pense que oui. Et vous, qu'en pensez-vous » Émile la regarda dans les yeux pour la première fois depuis des jours. « Je pense que les seuls yeux dont mon fils a besoin, ce sont les tiens, » répondit-il avec une sincérité qui les surprit tous les deux. Les jours qui suivirent cette conversation sur la terrasse furent de plus en plus tendus dans la demeure des Castel. Une oppression invisible semblait s'être installée, aussi épaisse que l'air lourd qui précède les orages d'été dans la capitale. Théo, qui avait commencé à retrouver sa joie d'enfant, connut des rechutes notables. Les nuits d'insomnie revinrent, tout comme les longs silences. Lors de ses séances avec le docteur Alarcon, l'enfant se contentait de gribouiller des dessins sombres qui inquiétaient même le psychologue. « Votre fils exprime une profonde confusion émotionnelle », expliqua Alarcon à Émile lors de l'un de ses rapports quotidiens. « Je remarque des signes d'attachement insécure et de manipulation affective dans son environnement. » Son regard insistant ne laissait aucun doute sur la personne qu'il tenait pour responsable. De son côté, Isabelle avait l'impression que chacun de ses gestes était surveillé. Régine apparaissait par hasard dans le jardin pendant qu'elle travaillait, posant des questions en apparence anodines sur son passé et sa famille. Le docteur Alarcon, lui, intensifiait ses attentions non sollicitées, cherchant tous les prétextes pour frôler son bras ou lui murmurer des commentaires à l'oreille. « Je suis certain qu'un esprit libre comme le tien doit se sentir à l'étroit entre ces murs dorés, »
lui dit-il un après-midi, tandis qu'elle repiquait des fougères. « Je pourrais te montrer des endroits magnifiques, loin d'ici. »« Merci, docteur, mais je suis très bien comme ça, » répondit sèchement Isabelle, s'éloignant avec son plateau de plantes. Ce qui lui faisait le plus mal, cependant, c'était l'attitude d'Émile. Depuis leur brève connexion sur la terrasse, le millionnaire semblait s'être à nouveau replié dans sa carapace. Il passait plus de temps que jamais enfermé dans son bureau, évitant les repas en famille et ignorant la détérioration visible de Théo. Un matin particulièrement étouffant, Isabelle trouva Théo caché dans le placard de sa chambre, tremblant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. « Je veux pas aller voir le docteur aujourd'hui, » murmura l'enfant. « Il me pose des questions moches sur toi et sur papa. » Quelque chose s'enflamma en elle. Elle prit la main de Théo et l'emmena dans le jardin, à leur coin favori sous le vieux platane. Elle lui raconta des histoires de son village en Provence, jusqu'à ce qu'il se calme, puis se rendit directement dans le bureau d'Émile. Elle entra sans frapper. Une première. « Il faut qu'on parle du docteur Alarcon », dit-elle fermement. Émile leva les yeux de ses documents, surpris par cette intrusion. « Qu'est-ce qu'il se passe encore ?» demanda-t-il froidement. « Il pose des questions inappropriées à Théo. Sur moi, sur vous » commença Isabelle. « Et comment tu sais ça ?» l'interrompit Émile, se levant brusquement. « Tu espionnes leur séance ? Ou bien tu demandes à mon fils de te raconter ce qu'il dit à son psy ?» Le ton accusateur fit monter la colère d'Isabelle. « Bien sûr que non. Théo me l'a dit parce qu'il a peur. Cet homme est en train de détruire tout le progrès que nous avions fait. Le progrès que toi tu avais fait, tu veux dire ?» cria Émile en frappant la table de sa paume. « Tu sais ce qu'Alarcon m'a dit hier ? Que tu as créé une dépendance émotionnelle malsaine chez mon fils, que tu l'utilises pour assurer ta place ici. » Isabelle eut le souffle coupé, comme si elle avait reçu un coup en pleine poitrine. « Et toi, tu le crois ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Après tout ce que tu as vu ? » « Je ne sais plus quoi croire, » répondit-il, fuyant son regard. « Alarcon a des diplômes, de l'expérience. Il a traité des cas comme celui de Théo. Et toi, tu es une simple jardinière, » acheva Isabelle avec un sourire amer. « Oui, c'est ce que je suis. Et il semble que tu vois enfin les choses clairement. » Elle se retourna pour partir, mais Émile lui attrapa le bras. « Attends, je ne voulais pas dire... Lâche-moi » exigea-t-elle en se dégageant. « C'est fini. Je ne fais pas partie de ce jeu malsain. Je ne suis pas un pion entre toi et ce psychologue, ni un projet de charité pour soulager ta conscience. » Les larmes montaient à ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler. « Je pars aujourd'hui même, » déclara-t-elle. « Tu trouveras bien une autre jardinière que tu pourras mépriser à ta convenance. » Cette fois, Émile ne tenta pas de la retenir. Il resta figé, la regardant quitter son bureau la tête haute, les poings serrés. 2 heures plus tard, Isabelle avait rassemblé ses quelques affaires. Elle fit ses adieux au personnel de maison et laissa des instructions précises pour l'entretien du jardin. La seule chose qu'elle ne parvint pas à faire fut de dire au revoir à Théo. L'enfant était en séance avec Alarcon, et elle ne voulait pas créer davantage de tension en l'interrompant. Elle lui laissa une lettre simple, lui expliquant qu'elle devait partir mais que les plantes continueraient à veiller sur lui s'il prenait soin d'elle. Quand Théo revint de sa séance et découvrit qu'Isabelle était partie, la régression fut immédiate et dévastatrice. Il retomba dans un mutisme total, refusa de manger et passa des heures assis dans le jardin, fixant l'endroit vide où elle travaillait autrefois. Dans les jours qui suivirent, la maison des Castel sembla replonger dans cette atmosphère funèbre qui la caractérisait avant l'arrivée d'Isabelle. Le jardin, bien que toujours en fleurs grâce à ses soins, avait perdu sa magie. Émile, rongé par la culpabilité, tenta de se rapprocher de son fils par tous les moyens possibles, mais Théo le repoussait. Même Alarcon semblait désemparé face à l'ampleur de la régression de l'enfant. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Émile entra dans la chambre qui avait appartenu à Valérie. Il l'avait laissée intacte depuis sa mort, comme un sanctuaire à sa mémoire. Il s'assit sur le lit, submergé par les souvenirs et les regrets, et remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un petit journal à moitié caché sous une pile de livres sur la table de chevet. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. C'était le journal intime de Valérie, rédigé au cours des derniers mois de sa vie. Émile se mit à lire, déchiré entre la culpabilité et le sentiment de violer l'intimité de sa défunte épouse. Ce qu'il découvrit dans ces pages lui coupa le souffle. Valérie y avait écrit ses inquiétudes pour Théo, sur la façon dont le succès professionnel d'Émile les éloignait en tant que famille. Elle avait noté des observations sur le caractère de leur fils, sur sa sensibilité particulière,
sur le fait qu'il réagissait bien mieux à l'amour sincère qu'à l'exigence. Théo n'a pas besoin de plus de cours particuliers ni de professeur, avait écrit Valérie dans une entrée. Il a besoin d'un amour authentique, de quelqu'un qui n'a pas peur de sa douleur, de quelqu'un qui peut voir la lumière qu'il porte en lui, malgré son silence. Émile laissa tomber le journal, bouleversé par cette révélation. C'était précisément ce qu'il avait vu en Isabelle dès le premier jour. Cette capacité à accepter Théo tel qu'il était, sans attente ni pression, à le voir vraiment. Et c'était ce que l'enfant avait vu en elle. Pas une jardinière, pas une employée de plus, mais quelqu'un qui l'acceptait sans condition, qui comprenait sa douleur sans avoir besoin de la décortiquer avec des théories. Avec une clarté soudaine, Émile comprit qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie en la laissant partir. Le lendemain matin, la demeure des Castel devint un véritable foyer d'agitation inhabituelle. Transformé par sa découverte nocturne, Émile surprit tout le monde avec une série d'ordres inattendus. « Annulez toutes mes réunions du jour », dit-il à son assistante au téléphone tout en s'habillant à la hâte. En fait, fermez le bureau, que tout le monde prenne sa journée. Il descendit les escaliers 4 à 4, ignorant le regard médusé de Régine, qui prenait tranquillement son petit déjeuner dans la salle à manger. « Tu es devenu fou ?» demanda-t-elle, le voyant saisir les clés de sa voiture. « Tu sais combien d'argent tu vas perdre en fermant comme ça, soudainement ?»« Il y a des choses plus importantes que l'argent, » répondit Émile sans s'arrêter, « et j'ai perdu trop de temps sans m'en rendre compte. » Avant de sortir, il fit un détour par la chambre de Théo. L'enfant était assis près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin. Émile s'agenouilla devant lui. « Je vais la ramener, » promit-il d'une voix douce, « si tu m'aides. » Pour la première fois depuis des jours, les yeux de Théo s'illuminèrent. L'adresse d'Isabelle ne fut pas difficile à trouver. Elle vivait dans un quartier modeste au sud de la ville, dans une petite maison dont le jardin de devant s'était transformé en oasis luxuriant. Lorsqu'Émile arriva, il resta un moment dans sa voiture, admirant comment, même dans cet espace restreint, elle avait su créer un coin de beauté. Son courage flancha à l'approche de la porte. Avec quel droit venait-il la chercher après la façon dont il l'avait traitée? Il inspira profondément et frappa. Une femme âgée ouvrit la porte. « Bonjour, dit Émile, la gorge sèche. Je cherche Isabelle Ramirez. » La femme le regarda avec méfiance. « Vous êtes Émile Castel, son employeur. » La femme hocha la tête, le reconnaissant. « Ah, le riche, dit-elle sans émotion. Ma nièce ne veut pas vous parler. Elle nous a tout raconté. Je comprends, mais c'est urgent. Urgent pour vous, peut-être, le coupa-t-elle. Pour elle, l'urgence, c'est de guérir ce que vous avez brisé. » Émile resta muet, la honte lui montant au visage. « Juste, pourriez-vous lui remettre ceci ?» demanda-t-il enfin, sortant une enveloppe de sa veste. La femme prit l'enveloppe avec résignation et referma la porte sans ajouter un mot. À l'intérieur, Isabelle avait tout entendu depuis la cuisine. Lorsque sa tante lui remit l'enveloppe, elle la fixa longuement avant de l'ouvrir. C'était une note manuscrite. À l'écriture élégante mais précipitée, « J'ai besoin que tu viennes au jardin ce soir à 20h, une dernière fois, pour Théo. » Isabelle froissa le papier, décidée à l'ignorer. Mais tout au long de la journée, le message continua de l'appeler depuis le fond de la corbeille où elle l'avait jeté. À la tombée du jour, elle le récupéra, le défroissa et relut les mots. « Pour Théo », murmura-t-elle pour elle-même. Pas pour le millionnaire orgueilleux, mais pour l'enfant qu'elle avait laissé derrière. À 20h précises, le taxi déposa Isabelle devant la demeure des Castel. Le portier, visiblement prévenu, lui ouvrit immédiatement et lui indiqua le chemin latéral menant directement au jardin. Ce qu'elle découvrit là la laissa sans voix. Tout le jardin était illuminé par des centaines de lanternes en papier suspendues aux arbres et flottant sur le petit bassin artificiel. Les allées étaient bordées de bougies, placées dans des sacs en papier finement perforés de motifs floraux. Au centre, sous le vieux platane, une table simple et 2 chaises attendaient. Émile l'attendait debout près de la table, vêtu avec une simplicité inhabituelle, jean et chemise blanche. Lorsqu'il la vit s'approcher, son visage exprima un mélange de soulagement et de nervosité. « Tu es venu, dit-il simplement. « Pour Théo, répondit-elle, en gardant ses distances. « Où est-il ?»« Endormi. Je lui ai promis que demain il te verrait. Tu étais donc sûr que je resterais ?»« Non, admit Émile. Je ne suis plus sûr de rien ces temps-ci, sauf que j'ai commis la pire erreur de ma vie en te laissant partir. » Isabelle le fixa en silence, son visage impassible malgré la tempête intérieure. « Je peux te montrer quelque chose ?» demanda-t-il en désignant la table.
Sur celle-ci reposait un petit carnet à la couverture usée, le journal de Valérie. « Je l'ai trouvé cette nuit », expliqua-t-il alors qu'Isabelle s'approchait prudemment. « Je ne l'avais jamais vu auparavant. » Elle prit le carnet et l'ouvrit à la page marquée par un ruban. « Notre fils n'a pas besoin d'un remède, » lut-elle à voix haute. « Il a besoin d'un amour véritable, de quelqu'un qui n'a pas peur de sa douleur. » Les mots semblaient jaillir de la page, écrits par une mère qui, même à l'époque, comprenait ce dont son fils aurait besoin après son départ. « C'était toi depuis le début, » dit Émile, la voix brisée par l'émotion. « Ce que Valérie voulait pour Théo, ce que moi je ne pouvais pas lui offrir parce que j'étais trop enfermé dans ma propre douleur. » Il fit un pas vers elle, avec précaution. « C'était toi, et je ne l'ai compris que quand j'ai cru t'avoir perdu pour toujours. » Isabelle sentit les larmes, celles qu'elle avait retenues en quittant la maison, couler librement sur ses joues. « Pourquoi devrais-je te croire maintenant ?» demanda-t-elle, s'accrochant à ce qu'il restait de sa fierté blessée. « Tu m'as accusé de manipuler ton fils, d'utiliser sa douleur à mon avantage. »« Parce que j'étais aveugle, » répondit-il simplement. « Aveugle et effrayé. Effrayé par ce que je commençais à ressentir pour toi, par le fait que Théo avait plus besoin de toi que de moi, parce que les autres diraient « si nous… » Il s'interrompit, cherchant les bons mots. « Alarcon est parti, reprit-il, et Régine est retournée à Lyon cet après-midi. Je leur ai dit la vérité, qu'ils avaient détruit la seule chose belle qui nous soit arrivée depuis la mort de Valérie. » Isabelle fit un pas vers lui, la colère commençant à se dissiper devant la sincérité qu'elle lisait dans ses yeux. « On a créé ce jardin ensemble, » dit-elle en regardant autour d'eux. « J'y ai mis mes mains, mais Théo y a mis son cœur. Et moi, je ne l'ai pas vu, » compléta Émile. « J'étais trop occupé à chercher des solutions compliquées pour remarquer la plus simple, l'amour. » Le mot resta suspendu entre eux, chargé de sens. « Et maintenant ?» demanda Isabelle, sa voix à peine audible sous le chant doux des grillons. En guise de réponse, Émile tendit la main. Un geste simple, une invitation sans mots ni pression. Isabelle regarda cette main tendue vers elle, se rappelant toutes les fois où elle avait vu cet homme lutter contre sa propre douleur, tenter d'être fort pour son fils, échouer, mais ne jamais cesser d'essayer. Dans un soupir qui sembla libérer des mois de tension, Isabelle fit le dernier pas qui les séparait et prit sa main. L'étreinte qui suivit n'avait rien de romantique au sens classique. Ce n'était pas un geste de passion, mais de reconnaissance mutuelle. La rencontre de deux âmes blessées qui, ensemble, avaient trouvé un chemin vers la guérison. « On a besoin de toi », murmura Émile contre ses cheveux. « Théo a besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. » Les lanternes de papier continuaient d'illuminer le jardin pendant qu'ils restaient enlacés sous le vieux platane, dont l'ombre les protégeait comme elle avait protégé tant de générations avant eux. À la fenêtre du premier étage, une petite silhouette les observait. Théo, qui avait fait semblant de dormir lorsque son père était venu lui dire bonne nuit, sourit pour la première fois, depuis des jours, en voyant l'étreinte dans le jardin. Comme les graines qu'Isabelle lui avait appris à planter, quelque chose de nouveau commençait à germer dans la maison des Castel. L'aube se leva sur la maison avec une lumière différente. Les premiers rayons du soleil traversaient les fenêtres comme des fils d'or, illuminant des recoins qui semblaient rester dans l'ombre pendant des mois. Isabelle, qui avait accepté de passer la nuit dans son ancienne chambre, se réveilla tôt. Elle s'était habituée à travailler au jardin pendant les heures les plus fraîches de la journée. En ouvrant la fenêtre, elle ressentit un mélange de nostalgie et d'espoir. Le jardin qu'elle avait tant soigné était toujours là, l'attendant. Les bougainvilliers grimpaient vigoureusement le long des pergolas, les rosiers montrèrent de nouveaux bourgeons prometteurs, et le vieux platane restait le gardien silencieux de cet espace devenu refuge. Un bruit la tira de ses pensées. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement et une petite silhouette entra en courant. « Théo !» s'exclama Isabelle, surprise et émue. L'enfant ne dit rien. Il se jeta dans ses bras, l'enlaçant avec une force désespérée, comme s'il craignait qu'elle disparaisse de nouveau. Isabelle le serra contre elle, sentant les larmes monter à ses yeux. « Bonjour !» dit une voix depuis la porte. Émile les observait avec un sourire timide, comme s'il ne voulait pas interrompre ce moment. Il tenait un plateau avec du café, du jus d'orange pressé et des viennoiseries. « Je me suis dit qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble », expliqua-t-il. « Tous les trois. » Théo se détacha légèrement d'Isabelle pour tendre un bras vers son père, l'invitant à les rejoindre dans l'étreinte. Sans hésiter, Émile posa le plateau sur une table proche et s'approcha. Ses bras les entourèrent tous les deux, formant un cercle parfait. Personne ne parla pendant ces quelques minutes. Il n'y avait pas besoin. Pour la première fois depuis longtemps, le silence dans la maison des Castel était un silence de paix,
pas de douleur. Plus tard, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner sur la terrasse donnant sur le jardin, Théo surprit les deux adultes. « Tu vas rester pour toujours ?» demanda-t-il à Isabelle, avec le sérieux rare chez un enfant de 6 ans. Avant qu'elle ne puisse répondre, Émile intervint doucement. « C'est ce que j'espère, mon fils. Mais cela dépend d'Isabelle. » La jardinière sentit le poids de leur regard posé sur elle. « Je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi, » répondit-elle avec un sourire prudent. « Il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce jardin. » Le sourire de Théo illumina son visage comme un petit soleil, et pendant un moment, tout sembla parfait, jusqu'à ce que le docteur Alarcon apparaisse à l'entrée de la terrasse. « Je vois que les rumeurs sur ton retour étaient vraies, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Régine m'a appelé hier soir, très agitée. » L'atmosphère changea immédiatement. Théo se crispa, se rapprochant encore d'Isabelle. Émile se leva, se plaçant subtilement entre le psychologue et sa famille. « Docteur Alarcon, je ne me souviens pas vous avoir demandé de venir aujourd'hui, » dit-il d'un ton calme mais ferme. « Un patient en crise nécessite une attention immédiate, » répondit Alarcon d'un ton professionnel. « Et la situation actuelle qualifie certainement de crise. » Il sortit une enveloppe de sa mallette et la posa sur la table. « Il y a quelque chose que vous devriez voir avant de prendre des décisions hâtives, » poursuivit-il, s'adressant uniquement à Émile. « J'ai trouvé ceci parmi les documents personnels de Valérie que vous m'aviez donnés pour mieux comprendre Théo. » Émile prit l'enveloppe avec prudence. À l'intérieur, il trouva une lettre manuscrite, apparemment rédigée de la main de Valérie. À mesure qu'il la lisait, son visage passa de la surprise à l'indignation. « Que dit-elle » demanda Isabelle, inquiète face à son expression. Apparemment, c'est une lettre dans laquelle Valérie exprime son souhait que Théo soit élevé selon des principes psychologiques stricts, à l'écart des influences émotionnelles instables, expliqua Émile d'une voix tendue. Elle mentionne spécifiquement le danger des figures maternelles de substitution non qualifiées. Alarcon sourit avec suffisance. « Comme tu peux le constater, je ne fais que respecter les volontés explicites de ta défunte épouse. Le lien que Théo a développé avec la jardinière contredit directement ce que Valérie voulait pour lui. » Un silence tendu tomba sur la terrasse. Théo, bien qu'il ne comprit pas tout ce qui se disait, serra plus fort la main d'Isabelle. Émile fixa la lettre, puis le psychologue, et enfin son fils. Sans un mot, il prit le journal de Valérie, resté sur la table depuis la veille au soir, et l'ouvrit. « Vous savez, docteur, pendant des années, j'ai porté la culpabilité de ne pas avoir vraiment connu ma femme, de l'avoir perdue sans comprendre ce qui comptait pour elle, » dit-il d'une voix calme mais chargée d'émotion. « Mais cette nuit, j'ai découvert que je la connaissais mieux que je ne le pensais. » Il s'approcha d'Alarcon et lui tendit le journal ouvert, lui montrant la dernière entrée. « Voici la vraie Valérie, celle qui écrivait en privé sans savoir qu'un jour je lirais ces mots, et elle dit exactement l'inverse de votre lettre falsifiée. » Le visage d'Alarcon pâlit. « Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver avec ça, mais je veux que vous quittiez ma maison immédiatement, » l'interrompit Émile d'un ton d'une autorité implacable. « Et si jamais je vous revois près de mon fils ou que vous osez encore utiliser le nom de ma femme pour vos manipulations, je vous jure que j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour détruire votre carrière. » La menace, prononcée avec un calme absolu, résonna dans l'air comme un tonnerre lointain. Sans autre choix, Alarcon ramassa sa mallette et s'en alla, non sans lancer un dernier regard venimeux à Isabelle. Une fois le psychologue parti, Régine apparut sur la terrasse. Elle avait assisté à toute la scène depuis la porte. « Émile, je ne savais pas, » commença-t-elle visiblement bouleversée. « Alarcon m'avait assuré qu'il ne voulait que le bien de Théo. »« Je sais, » répondit son frère d'une voix lasse. « Nous voulions tous le meilleur pour lui, mais parfois ce qu'il y a de mieux ne vient pas emballé dans du luxe ni avec des diplômes impressionnants. » Régine regarda Isabelle, qui tenait toujours Théo contre elle, le protégeant. « Je suis désolée, » dit-elle sincèrement. « Je me suis trompée, complètement. » Isabelle, surprise par cette excuse, acquiesça en silence. Ce soir-là, après que Théo s'endormit enfin, non sans avoir insisté pour qu'Isabelle et son père lui lisent une histoire ensemble, les deux adultes se retrouvèrent sur la terrasse. « Ce que tu as fait aujourd'hui, » commença Isabelle en regardant le ciel étoilé. « Affronter Alarcon comme ça, c'était la chose à faire, » répondit Émile simplement. « Que les hommes à ta place n'auraient pas fait ce qu'il faut, surtout si ça signifie reconnaître qu'ils se sont trompés. » Émile la regarda avec un sourire fatigué, mais sincère. « Peut-être que j'apprends à devenir un homme différent, » dit-il. « Quelqu'un qui ressemble davantage à celui que Valérie aimait, à celui dont Théo a besoin. »
Isabelle le regarda d'un nouvel œil. Pour la première fois, elle voyait au-delà de la façade du puissant millionnaire. Elle voyait l'homme vulnérable et courageux qui se cachait derrière l'armure. « Je crois que tu as toujours été cet homme, » dit-elle doucement. « Tu avais juste besoin de t'en souvenir. » Les jours suivants apportèrent une transformation subtile mais profonde à la maison des Castel. Comme un jardin après la tempête, la vie commençait à s'organiser selon de nouveaux rythmes, plus harmonieux que les précédents. La routine changea. Isabelle n'était plus simplement la jardinière qui vivait dans la maison. Son rôle évolua naturellement, sans besoin de titre ni de définition formelle. Désormais, elle prenait le petit déjeuner tous les matins avec Émile et Théo, partageant les plans de la journée pendant que le soleil éclairait la terrasse principale. « On peut planter plus de tournesol aujourd'hui ?» demandait Théo, avec une énergie qui rappelait l'enfant qu'il était avant l'accident. « Bien sûr que oui !» répondait Isabelle en lui ébouriffant tendrement les cheveux. « Mais d'abord, il faut terminer le devoir que maîtresse Laurence t'a donné. » Sur sa suggestion, ils avaient engagé une enseignante particulière pour Théo, au lieu de le renvoyer directement à l'école. Une femme âgée, patiente et chaleureuse, qui comprenait que l'apprentissage devait se faire en douceur après tout ce que l'enfant avait vécu. Émile, qui auparavant déléguait entièrement l'éducation de son fils, s'impliquait désormais activement. Il rentrait parfois plus tôt du bureau pour aider Théo avec ses maths ou pour lui lire une histoire avant de dormir. « Je n'aurais jamais cru apprécier autant les livres pour enfants », dit-il un soir après avoir lu pour la 3e fois l'histoire du Petit Prince. « C'est parce qu'à chaque lecture, on découvre quelque chose de nouveau, » répondit Isabelle en ramassant les peluches que Théo laissait traîner dans toute la chambre. Comme quand on regarde à nouveau un jardin qu'on connaît bien et qu'on y voit une fleur nouvelle. Ces conversations du soir devinrent un rituel. Après que Théo s'endormait, Isabelle et Émile partageaient un thé sur la terrasse, parlant à voix basse sous les étoiles. D'abord, leur discussion portait sur Théo et ses progrès. Mais peu à peu, ils commencèrent à partager des souvenirs personnels. « Comment as-tu appris autant sur les plantes ?» demanda Émile une nuit. « Ma grand-mère » répondit Isabelle avec un sourire nostalgique. « Elle était guérisseuse dans mon village. Elle connaissait chaque herbe de la colline et son usage. Les gens venaient de loin pour la consulter. Mais toi, tu peux aussi soigner avec les plantes? Je connais juste les bases. Mais je comprends ce dont les plantes ont besoin pour fleurir. Et parfois, les gens ont besoin des mêmes choses. Une bonne terre, assez d'eau, de la lumière et de la patience. » Émile la regardait avec étonnement lorsqu'elle parlait ainsi, comme si chaque mot révélait un univers qu'il commençait à peine à découvrir, malgré toute sa richesse et son éducation. De son côté, Isabelle commençait à voir au-delà du millionnaire orgueilleux qu'elle avait rencontré au début. Elle voyait le père qui tentait de rattraper le temps perdu, l'homme qui luttait pour se réinventer après une perte dévastatrice. Ce ne fut pas un chemin parfait. Il y eut des jours difficiles, des moments où Théo se souvenait vivement de sa mère et se refermait sur lui-même. Ou encore lorsqu'Émile, submergé par la pression de son entreprise, retombait dans ses anciens travers de froideur et de distance. « Tu ne peux pas juste disparaître quand les choses deviennent compliquées », lui reprocha Isabelle un après-midi, après qu'il eût été pratiquement absent pendant 3 jours à cause d'une crise financière. « J'ai des responsabilités », se défendit-il. « Des centaines d'employés dépendent de mes décisions. Théo dépend de toi aussi, » répondit-elle fermement. « Et tu as promis d'être là cette fois. » Ces désaccords, loin de les éloigner, semblaient au contraire renforcer leur lien. Car désormais, Isabelle se sentait légitime à exprimer son avis et Émile avait appris à écouter. Un samedi de novembre, Émile proposa de visiter la grande foire aux fleurs et aux plantes organisée chaque année au parc de Vincennes. C'était un événement que Théo avait beaucoup apprécié du temps où sa mère était encore en vie. « Tu es sûr ?» demanda Isabelle, inquiète. « Ça pourrait raviver des souvenirs douloureux. »« Ou l'aider à se souvenir des moments heureux, » répondit Émile. « Et puis, personne ne connaît mieux les plantes que toi. Tu seras notre guide. » La foire fut un succès. Théo courait d'un stand à l'autre, fasciné par la diversité des fleurs, les ateliers de jardinage pour enfants, les jeux traditionnels. Isabelle le suivait de près, lui expliquant les noms scientifiques et les propriétés de chaque plante, tandis qu'Émile les observait avec un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps. À un moment donné, alors qu'ils admiraient une spectaculaire composition d'orchidées, Émile prit la main d'Isabelle dans la foule, un geste simple, presque involontaire. Elle le regarda surprise, soudain consciente de l'image qu'il renvoyait aux autres, le grand entrepreneur main dans la main avec sa jardinière. Un instant, Isabelle hésita. Toute sa vie,
Elle avait maintenu une certaine distance avec ses employeurs, gardant sa dignité et son autonomie. Mais là, c'était différent. Ils étaient différents. Après une brève hésitation, elle ne retira pas sa main. Ses doigts s'entrelacèrent avec ceux d'Émile, s'ajustant parfaitement. Ils continuèrent à marcher ainsi, en silence, pendant que Théo courait devant eux à la poursuite des papillons. Au crépuscule, ils rentrèrent à la maison, les bras chargés de nouvelles plantes, de graines exotiques et d'une fatigue heureuse. Théo s'endormit dans la voiture, épuisé par toutes ses émotions. « Merci pour aujourd'hui, » dit Émile, alors qu'ils marchèrent dans le jardin après avoir couché l'enfant. « Je ne me souvenais plus de la dernière fois où je me suis senti aussi normal. En paix. » Ils s'arrêtèrent sous le vieux platane, leur lieu à eux depuis la nuit des lanternes. La lumière dorée du soir filtrait à travers les branches, dessinant des motifs magiques sur leurs visages. « Je n'aurais jamais cru retrouver ça, » poursuivit-il en la regardant dans les yeux. « Ce sentiment d'être chez moi. » Isabelle sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine, une chaleur qui menaçait de la submerger. « Je n'ai jamais eu un chez-moi comme celui-ci, » avoua-t-elle. « J'ai toujours été celle qui s'occupait des jardins des autres. Et maintenant, ce jardin est aussi le tien, » répondit-il en s'approchant lentement. « Comme cette maison, comme nous. » Le baiser arriva naturellement, comme la suite logique de leur conversation. Une rencontre douce d'abord, presque timide, puis plus profonde, plus intense, libérant toute la passion qu'ils avaient réprimée pendant des mois. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient avec difficulté. Aucun mot n'était nécessaire pour exprimer ce qu'ils ressentaient. La transformation entamée dans ce jardin atteignait enfin son sommet. Ils n'étaient plus deux âmes blessées en quête de réconfort, mais deux êtres entiers décidant de partager leurs forces. Au premier étage de la maison, Théo, qui s'était réveillé et les observait depuis sa fenêtre, sourit en voyant le baiser. Pour son jeune esprit, c'était simplement la confirmation de ce qu'il savait déjà. Sa famille, bien que différente de l'original, était désormais complète. Décembre apporta avec lui des vents frais qui faisaient doucement frémir les bougainvilliers du jardin. La maison des Castel se préparait à fêter Noël, les premières fêtes depuis l'arrivée d'Isabelle dans leur vie. Théo, plus enthousiaste que jamais, insistait pour décorer chaque recoin avec des guirlandes et des ornements. « On peut mettre une crèche dans le jardin ?» demanda-t-il pendant le petit déjeuner, la bouche tachée de chocolat chaud, une grande, avec des plantes autour. « C'est une idée magnifique », répondit Isabelle en lui essuyant le visage avec une serviette. « On pourrait utiliser l'espace près de la fontaine. » Le bonheur semblait avoir élu domicile dans cette maison autrefois figée dans le silence. Émile et Isabelle avaient trouvé un rythme commun, une danse quotidienne faite de regards complices, de frôlements accidentels et de conversations nocturnes qui se terminaient parfois par de longs baisers sous les étoiles. Ce fut lors d'un de ces matins paisibles que le facteur remit une enveloppe adressée à Isabelle. La lettre portait l'entête des Pépinières nationales, une entreprise horticole réputée située à Lyon. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Émile, remarquant le changement d'expression d'Isabelle pendant qu'elle lisait. « Une offre d'emploi », répondit-elle d'une voix neutre, tentant de dissimuler sa surprise. « J'ai envoyé mon CV il y a des mois, avant de venir ici. » Le silence tomba sur la table du petit déjeuner. Théo, concentré sur le dessin de sa crèche idéale, ne prêta aucune attention à la tension soudaine entre les adultes. « C'est une opportunité unique », poursuivit Isabelle en tendant la lettre à Émile. « Il me propose de diriger un nouveau projet de pépinière de plantes indigènes à Lyon. Ce serait mon propre espace, avec une équipe sous ma responsabilité. » Émile lut le document, sentant un nœud se former dans sa gorge. C'était effectivement le genre d'offre qui n'apparaît qu'une fois dans une vie. Un poste à responsabilité, un bon salaire, la possibilité de développer un projet depuis zéro. « Tu devrais accepter, » dit-il enfin avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est exactement ce que tu as toujours voulu, non ? Ta propre pépinière. » Isabelle le regarda, cherchant sur son visage quelque chose de plus qu'un simple soutien de façade, un signe que cette séparation lui ferait aussi mal qu'à elle. Mais Émile avait remis son masque d'homme d'affaires, impénétrable et calme. « Il faut que j'y réfléchisse, » répondit-elle. « J'ai 2 semaines pour donner ma réponse. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange normalité. Ils poursuivaient leur routine, mais un fantôme invisible s'était installé entre eux, la possibilité du départ d'Isabelle. Émile, incapable d'exprimer sa peur de la perdre, se réfugia dans un stoïcisme qui troubla Isabelle. Ne signifiait-elle donc rien pour lui ? Était-il si facile de la laisser partir ? « Si tu veux partir, je te soutiendrai, »
lui dit-il un soir, alors qu'il dînait seul. Théo était déjà couché. « Je ne veux pas être celui qui t'empêche d'évoluer. C'est ce que tu crois ?» demanda-t-elle, blessée par ce qu'elle interprétait comme de l'indifférence. « Que tout cela ne concerne qu'un travail? C'est ton rêve, Isabelle. Tu as toujours parlé d'avoir ta propre pépinière un jour. Les gens changent, d'Émile. Les rêves aussi. » Mais la fierté de chacun les empêcha d'aller au cœur de la conversation. Aucun des deux ne voulait être le premier à admettre combien il avait besoin de l'autre. Une semaine après avoir reçu la lettre, Théo tomba malade. Cela commença par une fièvre légère qui s'aggrava rapidement. Le médecin diagnostiqua une infection virale commune, mais avertit que l'état émotionnel de l'enfant pouvait compliquer sa guérison. « Les enfants sont des éponges », expliqua le pédiatre. « Ils absorbent les tensions qui les entourent, même s'ils ne les comprennent pas. » Émile resta auprès du lit de son fils toute la nuit, lui appliquant des compresses froides pour faire baisser la fièvre. Isabelle, respectant l'intimité entre père et fils, resta en retrait, préparant des tisanes et surveillant depuis la porte. Le matin suivant, lorsqu'Émile céda enfin à la fatigue et alla se doucher, Isabelle entra silencieusement dans la chambre de Théo. L'enfant, pâle et cerné, lui adressa un faible sourire. « Tu vas partir loin ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Isabelle s'assit au bord du lit, surprise. « Qui t'a dit ça ?»« J'ai entendu papa au téléphone, » avoua Théo. « Il a dit que tu allais partir à Lyon. »« Ce n'est qu'une possibilité, » répondit-elle en caressant son front brûlant. « Rien n'est décidé. » Théo la regarda avec des yeux brillants de fièvre, mais pleins d'une sagesse bien au-delà de son âge. « Reste, » murmura-t-il en prenant sa main. « S'il te plaît. » Ces deux mots, prononcés avec tant de simplicité et de sincérité, brisèrent toutes les barrières qu'Isabelle avait tenté de maintenir. Elle s'allongea à côté de l'enfant, le serrant doucement dans ses bras. « Repose-toi, mon petit, » murmura-t-elle pendant que les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Je suis là. » Quelques heures plus tard, Émile revint dans la chambre de son fils, inquiet du long silence. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Isabelle et Théo dormaient profondément, blottis l'un contre l'autre comme une mère et son enfant. La fièvre était tombée, et le visage du garçon affichait une paix qu'il n'avait pas eue depuis des jours. Quelque chose se brisa en Émile en contemplant cette scène. Mais ce n'était pas une douleur, c'était une libération, comme si un mur, menaçant de s'effondrer depuis des années, s'était enfin écroulé. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il passa des appels, activa ses contacts, signa des documents. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil commencèrent à filtrer par les fenêtres, il frappa doucement à la porte de la chambre d'Isabelle. Elle ouvrit, les cheveux en bataille, les yeux encore alourdis par le sommeil. « Bonjour » dit Émile avec un sourire nerveux. « Désolé pour l'heure, mais je devais te remettre ça. » Il lui tendit une grande enveloppe, semblable à celle qu'elle avait reçue quelques jours auparavant, mais avec le logo des entreprises Castel. « Qu'est-ce que c'est » demanda Isabelle, déconcertée. « Ouvre-la. » À l'intérieur, il y avait un contrat légal et un jeu de plans architecturaux. Isabelle les examina de plus en plus stupéfaite. « C'est le contrat d'une pépinière », expliqua Émile. « J'ai acheté le terrain près du parc écologique de la ville. Il est enregistré à ton nom, avec un capital initial pour que tu puisses le développer comme tu veux. » « Émile, je ne peux pas accepter ça, » commença-t-elle bouleversée. « Tu peux l'ouvrir où tu veux, » l'interrompit-il. « À Lyon, à Marseille, où tu décideras. C'est à toi, sans condition. » Il la regarda droit dans les yeux avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Mais je ne veux pas que tu partes parce que tu crois que tu dois fuir. Je veux que tu restes parce que tu choisis de rester. Avec nous, avec moi. » Isabelle sentit que le monde s'arrêtait un instant. Cet homme, qui avait été tout orgueil et contrôle, se tenait maintenant totalement exposé devant elle, lui offrant à la fois son cœur et la liberté de le briser. « Et si je choisis de rester ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» La réponse d'Émile fut plus éloquente que n'importe quelle parole. Il la serra dans ses bras avec une intensité qui exprimait tout ce qu'il avait gardé pour lui pendant des semaines, toute la peur de la perdre, tout l'espoir d'un avenir ensemble. Le printemps était arrivé en force à Paris. Le jardin de la maison des Castel, désormais en plein épanouissement, semblait célébrer les changements survenus dans cette famille au cours des derniers mois. Les bougainvilliers grimpaient vigoureusement le long des pergolas, les rosiers exhibaient des fleurs parfaites, et le vieux platane, témoin silencieux de tant de moments cruciaux, étendait ses branches comme des bras protecteurs au-dessus de l'ensemble. C'était un dimanche, et le soleil d'avril baignait le jardin d'une lumière dorée, faisant briller chaque goutte de rosée comme de petits diamants sur les feuilles. Isabelle marchait entre les allées qu'elle avait elle-même dessinées,
ajustant les derniers détails pour la petite célébration prévue cet après-midi. Les 7 ans de Théo. Juste la famille, avait insisté l'enfant lorsqu'ils avaient discuté des préparatifs. Toi, papa et moi. Ces mots, si simples et pourtant si riches de sens, avaient profondément ému Isabelle. Car à un moment donné, sans cérémonie ni déclaration, ils avaient cessé d'être 3 personnes partageant un toit pour devenir une famille. Isabelle était restée. La pépinière qu'Émile lui avait offerte fleurissait désormais à la sortie de la ville, dirigée principalement par sa tante et une équipe de jeunes jardiniers qu'elle avait elle-même formés. Elle s'y rendait 3 fois par semaine, consacrant le reste de son temps à la maison des Castel, à Théo, et à la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. « Isabelle, regarde ce que j'ai fait. » La voix enthousiaste de Théo interrompit ses pensées. L'enfant courait vers elle avec un cahier de dessin flambant neuf dans les mains. Ses joues, autrefois pâles et creuses, étaient maintenant rosées par l'excitation et le mouvement. Ses yeux, qui avaient un jour été éteints par la douleur, brillaient désormais de la vitalité propre à son âge. « Qu'est-ce que tu as là, mon petit anniversaire ?» demanda-t-elle en s'accroupissant pour être à sa hauteur. Théo lui tendit le cahier avec un mélange de fierté et de timidité. Sur la première page, avec une écriture enfantine mais appliquée, il avait rédigé son tout premier message sans aide. « Je t'aime, papa. Je t'aime, Isabelle. » Les mots, tracés avec des crayons aux couleurs vives et décorés de fleurs et de petits soleils, frappèrent le cœur d'Isabelle comme une vague inattendue. Les larmes jaillirent spontanément, roulant sur ses joues avant même qu'elle ait pu les retenir. « Tu n'aimes pas ?» demanda Théo inquiet de sa réaction. « J'adore » répondit-elle en le serrant contre elle. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. » L'enfant sourit, soulagé. « J'en ai aussi écrit un pour papa, mais je l'ai caché pour lui donner pendant le gâteau. » À ce moment-là, Isabelle sentit 2 mains fortes et chaudes se poser sur ses épaules. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Émile. Elle le sentait, comme si son corps reconnaissait instinctivement sa présence, son odeur, la chaleur particulière qu'il dégageait. « Qu'est-ce que vous complotiez, vous deux ?» demanda Émile avec ce sourire qui apparaissait désormais souvent sur son visage. « Rien !» s'exclama Théo en refermant vite son cahier. « C'est un secret d'anniversaire. »« Je vois !» acquiesça son père avec gravité. « Dans ce cas, tu me permets de parler un moment seul à seul avec Isabelle. J'ai moi aussi des secrets à discuter. » L'enfant les regarda avec un sourire complice. « Je vais aider Socorro avec le gâteau », annonça-t-il en courant vers la cuisine. Lorsque Théo disparut dans la maison, Émile entoura Isabelle de ses bras par derrière, posant doucement son menton sur son épaule. Ils restèrent ainsi un instant, contemplant ensemble le jardin qui symbolisait tant pour eux deux. « Tu pleures ?» demanda-t-il, remarquant l'humidité sur ses joues. « Théo m'a écrit quelque chose de très spécial », expliqua-t-elle en lui montrant le cahier. Émile lut les mots de l'enfant et ses yeux s'humidifièrent à leur tour. « Son premier « Je t'aime » écrit », murmura-t-il. « Il le gardera toute sa vie. » Ils restèrent silencieux, laissant la signification de ce moment s'ancrer dans leur cœur. « J'ai fait quelque chose de similaire », avoua finalement Émile, même si ce n'était pas avec des crayons. Il sortit de la poche de sa chemise un petit papier plié et le tendit à Isabelle. C'était une note manuscrite, avec cette écriture élégante qu'elle avait appris à reconnaître. « Je ne veux pas que tu restes. J'ai besoin que tu restes. Avec nous. Avec moi. Pour toujours. » Isabelle se retourna pour le regarder en face, le cœur battant si fort qu'elle croyait l'entendre. « Qu'est-ce que tu es en train de dire exactement, Émile Castel ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. « Je suis en train de dire que je t'aime, » répondit-il, avec une simplicité qui rendait ses mots encore plus puissants. « Que Théo t'aime, que nous avons guéri ensemble, et que je veux continuer à construire cette vie avec toi. Pas comme ma jardinière, ni comme celle qui a aidé mon fils, mais comme ma compagne, mon égale, ta quoi ?» insista-t-elle avec un sourire tremblant. « Mon épouse, si un jour tu m'acceptes. » Le mot resta suspendu entre eux, chargé de promesses, d'avenir possible. « On n'a pas besoin de se presser, » poursuivit-il en caressant sa joue. « On a le temps. Je voulais juste que tu saches que pour moi, c'est pour toujours. » Isabelle le regarda droit dans les yeux. Ses yeux, qui autrefois remplis de douleur, reflétaient maintenant une paix que seul l'amour véritable peut apporter. « Je t'avais déjà accepté depuis longtemps, » répondit-elle doucement. « Depuis cette nuit des lanternes, je crois qu'on savait tous les deux que ce n'était pas temporaire. Le baiser qui suivit fut différent de tous les précédents. Il n'avait ni l'urgence des premiers, ni la passion débordante des plus récents. C'était un baiser tendre, plein, libérateur,
Un sceau posé sur une promesse partagée. Lorsqu'ils se séparèrent, Théo les observait depuis la porte de la cuisine, le tablier taché de chocolat et un sourire qui illuminait tout son visage. « Je sais ce que j'ai demandé comme cadeau d'anniversaire », s'écria-t-il en courant vers eux. « Et mon vœu s'est réalisé. » Les trois se fondirent dans une étreinte sous le vieux platane, riant et pleurant à la fois, comme seuls peuvent le faire ceux qui ont traversé ensemble la douleur la plus profonde et trouvé le chemin de retour vers la lumière. L'amour ne guérit pas toutes les blessures, pensa Isabelle en sentant les bras d'Émile et de Théo l'enlacer. Valérie serait toujours présente dans leurs souvenirs, sur les photos au-dessus de la cheminée, dans les traits de Théo. La douleur de sa perte ne disparaîtrait jamais complètement. Mais là, parmi les fleurs qu'elle avait elle-même plantées, ils avaient fait un choix puissant. Reconstruire ensemble le bonheur jour après jour, saison après saison, comme un jardin qui se renouvelle à chaque printemps. 3 ans avaient passé depuis cet anniversaire de Théo sous le vieux platane. La maison des Castel, autrefois silencieuse et sombre, vibrait désormais de vie et de joie dans chaque recoin. Le jardin qui avait un jour été le premier lien entre eux était devenu un lieu légendaire à Paris. Jardins Espérance, comme ils l'avaient baptisé officiellement, n'était pas seulement la demeure de la famille Castel, mais aussi un centre communautaire où des enfants d'écoles publiques venaient apprendre la nature et le jardinage. 2 fois par semaine, de petits groupes arrivaient avec leurs enseignants pour assister aux cours d'Isabelle sur le respect de l'environnement. « Madame Isabelle, regardez comme ma tomate est grande !» criait un élève en uniforme bleu, lui montrant la photo sur son téléphone. Isabelle, désormais officiellement Isabelle Castel, après une cérémonie intime célébrée dans ce même jardin 1 an plus tôt, souriait avec fierté. Ses méthodes d'enseignement portèrent leurs fruits, littéralement. Des centaines de petits potagers avaient fleuri dans des foyers modestes de la ville, grâce à son programme éducatif. La pépinière qu'Émile lui avait offerte des années auparavant était devenue une entreprise sociale florissante qui employait des mères célibataires et des jeunes issus de quartiers défavorisés. Racine, comme on l'appelait, fournissait des plantes et arbres indigènes pour des projets de reforestation à travers tout le pays. Théo, désormais âgé de 10 ans, avait éclos autant que les plantes qu'il cultivait avec Isabelle. Grand pour son âge, avec les yeux vifs de sa mère et la détermination de son père, il était devenu un enfant sûr de lui et bienveillant. Il fréquentait une école classique où il excellait en sciences naturelles, et les week-ends, il aidait volontiers lors des activités communautaires du jardin. Le soir tombait sur Paris, alors qu'Isabelle venait de raccompagner le dernier groupe d'élèves. Elle traversa les allées du jardin, ajustant une plante ici, arrachant une mauvaise herbe là, dans ce rituel quotidien dont la magie ne disparaissait jamais. « On te demande », dit la voix d'Émile derrière elle. Elle se retourna pour le trouver souriant, une enveloppe à la main et ce regard malicieux qu'il réservait aux occasions spéciales. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur sa salopette de jardinière. « Une invitation officielle », répondit-il en tendant l'enveloppe. « Le ministère de l'Environnement veut que tu présentes ton modèle d'éducation écologique au Congrès international du mois prochain. » Isabelle prit l'enveloppe, incrédule. « Moi ? Mais je ne suis qu'une femme extraordinaire qui est en train de changer la façon dont les enfants de ce pays se connectent à la nature, » l'interrompit Émile en la prenant par la taille. Après tant d'années ensemble, Émile avait appris à reconnaître les moments où Isabelle était sur le point de minimiser ses réussites. Cette vieille habitude de se voir comme juste une jardinière revenait parfois, et il s'assurait toujours de lui rappeler la vérité, que ses connaissances et son cœur transformèrent des vies. « Et j'ai d'autres nouvelles », ajouta-t-il en l'emmenant vers la pergola couverte de jasmin qu'ils avaient construite ensemble. « L'adoption vient d'être confirmée. » Isabelle s'arrêta net, le cœur battant. Depuis plus d'1 an, ils suivaient le processus d'adoption de Lupita, une petite fille de 4 ans qu'ils avaient rencontrée dans un foyer pendant l'installation d'un potager. La fillette, avec ses grands yeux noirs et son sourire timide, avait immédiatement créé un lien avec Théo, et le couple avait senti que leur famille pouvait encore grandir. « C'est officiel ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Complètement », confirma Émile, les yeux brillants. « Nous pourrons la ramener à la maison dès la semaine prochaine. » Ils étaient encore étourdis par la joie de cette nouvelle quand ils entendirent des pas précipités dans l'allée. Théo accourait vers eux avec une feuille à la main. « J'ai fini ma rédaction pour l'école », annonça-t-il en agitant la feuille. « Vous pouvez l'écouter ?»« Bien sûr », répondit Isabelle en essuyant discrètement une larme de joie. « On t'écoute. » Théo s'éclaircit la gorge avec une exagération théâtrale et commença à lire
ma famille par Théo Castel. Ma famille n'est pas comme celle des autres enfants et c'est ce que j'adore. On a un immense jardin où d'autres enfants viennent apprendre. Et bientôt j'aurai une petite sœur qui s'appelle Lupita. Avant, quand ma maman Valérie est partie au ciel, je croyais que je ne serais plus jamais heureux. Papa non plus n'était pas heureux. Notre maison était triste. Mais ensuite Isabelle est arrivée. Et maintenant elle est mon autre maman. Elle n'a pas remplacé ma maman du ciel, mais elle nous a montré que le cœur peut grandir pour aimer encore plus de personnes, comme les plantes qu'on cultive, qui peuvent toujours faire pousser plus de branches. Maintenant, notre famille est comme notre jardin, pleine de couleurs différentes, de fleurs qui ne se ressemblent pas mais qui, ensemble, sont magnifiques. Et même s'il y a parfois des orages, le soleil finit toujours par revenir. Quand Théo eut fini sa lecture, Émile et Isabelle le regardaient avec un mélange d'émerveillement et de fierté. L'enfant qui, autrefois, avait perdu sa voix à cause du chagrin, exprimait désormais avec éloquence des vérités que bien des adultes mettaient une vie entière à comprendre. « Ça vous a plu ? Ça vous a plu ?» demanda-t-il, anxieux d'avoir leur approbation. Pour toute réponse, ils l'entourèrent tous deux d'une étreinte chaleureuse. Ce soir-là, après que Théo se fut endormi, Émile et Isabelle restèrent sur la terrasse, contemplant leur jardin baigné par la lumière de la lune. Ils parlèrent des préparatifs pour l'arrivée de Lupita, du congrès sur l'environnement, des nouveaux projets pour Racine et Jardins Espérance. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit Émile en entrelaçant ses doigts avec les siens. « Théo a raison. On est comme ce jardin. »« Qu'un dans quel sens ?»« On a grandi à travers la douleur, m'expliqua-t-il, comme ces plantes qui semblent mourir en hiver, mais repoussent plus fortes au printemps. » Isabelle sourit, posant sa tête sur l'épaule de son mari. Le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu des jours sombres, des moments de doute, des cicatrices du passé qui, parfois, faisaient encore mal. Mais ils avaient choisi, jour après jour, de cultiver ensemble le bonheur. Comme un jardin, avec patience, avec un travail constant, en célébrant chaque petit bourgeon et en résistant à chaque tempête. Et ainsi, parmi les fleurs qu'ils avaient plantées de leurs propres mains, sous les étoiles qu'ils avaient contemplées tant de nuits ensemble, Émile et Isabelle continuaient d'écrire leur histoire. Une histoire qui, comme les plus beaux jardins, ne serait jamais vraiment terminée, mais en perpétuelle croissance et transformation.